Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, au CABA pour la série de conférences qui vous amène cet après-midi en Andalousie. Est-ce que vous êtes tanné de l'hiver? Oui. Bon, moi aussi. Je trouve que le mois de mars, c'est le pire mois de l'année. Vous allez voir, en Andalousie, c'est tout à fait le contraire. Hein? Parce que là, j'ai vérifié, aujourd'hui, il fait 25 degrés à Séville. Pour eux autres, c'est le printemps, mais pour nous, ça serait l'été, 25 degrés. En tout cas, ça va très bien et vous allez voir, vous allez sortir d'ici avec les poumons pleins de bon air chaud. Alors, on va commencer, si tu veux l'éteindre les lumières. Bon. Alors, le titre de la conférence, c'est Séville et Cordoue, les Andalouses. Alors, le plan de la conférence, je vous amène d'abord à Séville dans un premier temps. Dans la première partie de la conférence, ça va être Séville. Je vais vous dire des généralités sur l'Andalousie. Je vais vous montrer les vedettes de Séville et ses expositions universelles. On va visiter l'Alcazar de Séville, le quartier de la Juderia, la cathédrale de Séville, et je vous parle finalement que Séville, c'est la capitale du flamenco. Après la pause, on se déplace à Cordoue. Cordoue qui est passée de romaine à musulmane. Et sa mosquée cathédrale, la Mesquita. Ensuite, on visite le quartier juif de Cordoue aussi. Et l'Alcazar des rois chrétiens. Et je termine en vous disant deux mots sur la gastronomie andalouse. Alors, on va commencer par Séville. L'Andalousie, c'est-à-dire, l'Andalousie, c'est une des 17 régions autonomes de l'Espagne, comme la Catalogne d'ailleurs. Alors, c'est la partie à l'extrême sud de l'Espagne. C'est la partie qui est ici autour de Cordoba, Séville, Malaga, Alicante. Alors, les villes de Cordoba et Séville sont reliées par le fleuve, c'est la ligne bleue qu'on voit ici, là. Ça, c'est le fleuve Guadalquivir qui relie Cordoue et Séville et qui va se jeter dans l'océan Atlantique. La distance entre Séville et le bord de mer, c'est 70 km. C'est une région chaude, évidemment, de l'Espagne, étant donné que c'est au sud. Comme je dis, il fait 25 degrés actuellement, en plein mois de mars. Alors, l'Andalousie, c'est une province, une région de la France, de l'Espagne qui compte 8 millions d'habitants. Séville, à elle seule, en compte 1,5 million d'habitants. Alors, je vais vous raconter brièvement l'histoire de l'Andalousie. En l'an 711 après Jésus-Christ, les armées arabes ont traversé le détroit de Gibraltar, ici entre l'Atlantique et la Méditerranée. Ils sont venus d'Afrique du Nord et ont envahi l'Espagne, entre autres l'Andalousie. Et ils sont restés très longtemps. Séville a été libérée en l'an 1212. Donc, Séville a été occupée par les Arabes pendant 501 ans. Et Cordoue, encore plus longtemps, ça a pris 24 années supplémentaires avant que Cordoue soit libérée. Tant qu'à la ville de Grenade, elle a été libérée des Arabes seulement en 1492. Alors, ça fait un bon plus que 700 ans, presque 800 ans qu'elle a été sous l'empire des Arabes. Et ça, je pense que ça a marqué beaucoup, non seulement l'architecture, mais le caractère espagnol, d'être sous l'empire des Arabes pendant ce temps-là. Mais il y a eu des belles périodes pendant l'occupation des Arabes. Il y a eu quand même certaines périodes où il y avait une parfaite harmonie entre les... Parce qu'il y avait les Arabes, les chrétiens, il y avait également des Juifs. Alors, les trois cultures se respectaient et se toléraient mutuellement. Tout le monde parlait arabe, évidemment, et vivait dans une culture islamique. Ça, c'est le Guadalquivir qui passe devant Séville. Alors ça, ce sont les armées arabes qui ont envahi l'Andalousie et une bonne partie de l'Espagne à partir de l'an 711.
À la Renaissance, Séville, ça a été le point de départ de grands explorateurs qui sont partis vers l'Amérique, entre autres. Il y a eu Vespucci, Magellan, qui ont appareillé à partir de Séville, parce que Séville, par le Guadalquivir, avait accès à la mer. Et évidemment, Christophe Colomb, 1492. Et tous les conquistadors qui sont partis pour l'Amérique latine sont partis de Séville. Et voilà, ils ont fait les combats en Amérique contre les Mayas, les Incas et tous les peuples amérindiens qu'ils ont rencontrés. Je vais parler maintenant de l'économie. L'Andalousie, c'est la deuxième région la plus pauvre d'Espagne parce que son économie est basée surtout sur le tourisme. Et le tourisme, ça ne demande pas une main-d'œuvre très spécialisée. Par contre, son agriculture est florissante. Je comprends, il y a 3000 heures d'ensoleillement par année en Andalousie. C'est énorme, hein? Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, surtout, quand on se promène en Andalousie, c'est des oliviers, des oliviers, des oliviers. Dans tout le paysage, c'est ce que vous voyez actuellement, ce sont que des oliviers. D'ailleurs, l'Andalousie, c'est la région d'Europe qui produit le plus d'olives, c'est pas étonnant. Et ils produisent aussi, ils élèvent beaucoup de bœuf, de porc, et une industrie du cuir qui est quand même assez importante. L'Andalousie a produit de grands artistes, de grands écrivains comme Federico García Lorca, qui a été également un poète et un artiste peintre, qui est mort, tué par les troupes du général Franco pendant la guerre civile des années 30 en Espagne. Il y a eu des grands peintres aussi qui ont été produits par l'Andalousie. On voit, il y a Velázquez, Torres et Picasso. Bon, excusez-moi. Bon, ici, vous avez une vue aérienne de Séville. Alors, ce que vous voyez, le fleuve que vous voyez là, c'est le Guadalquivir, qui évidemment qui va se jeter éventuellement dans l'Atlantique. Je vais vous souligner quelques sites qui sont facilement reconnaissables sur la photo. Ici, vous avez l'arène où il y a les combats de taureaux. OK? Ici, c'est la cathédrale gothique de Séville avec sa tour clocher qui s'appelle la Giralda. Ici, c'est la place de l'hôtel de ville avec au centre la mairie et plein d'arbres autour. Ici, c'est l'avenue de la Constitution qui est la principale rue de Séville. Ici, vous avez l'université de Séville qui est aménagée dans une ancienne fabrique de tabac qui avait été construite au 18e siècle et où travaillaient à l'époque 5000 ouvriers. Alors, c'est un énorme bâtiment qui abrite maintenant l'université de Séville. À côté, c'est le plus chic hôtel de Séville, c'est le Alphonse XIII, où coucher une nuit vous coûtera 650 $. Mais c'est un très bel hôtel. Je vous le recommande. Ça, c'est la reine de taureau. C'est ça. Séville est reconnue comme étant la capitale du flamenco et aussi de la tauromachie, d'une certaine façon. Ce n'est pas la seule, mais c'est un des principaux centres de tauromachie en Espagne. Ça, c'est l'entrée de la reine de tauromachie. Ici, c'est le fronton de l'université. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les sculptures, il y avait comme des plants de tabac en sculpture pour illustrer le fait que c'était à l'origine une usine de fabrique de tabac. Alors, vous voyez des étudiants qui vont et qui viennent à l'entrée principale de l'université. Bon, en 1929, ça faisait déjà 30 ans que l'Espagne avait perdu ses dernières colonies en Amérique, parce qu'en 1899, il y a eu la guerre d'indépendance de Cuba et de Porto Rico. Alors, je pense que rendu en 1929, je pense que l'Espagne trouvait ça dur de ne plus avoir de colonies en Amérique, et elle a essayé de tenter un rapprochement avec ses anciennes colonies. Alors, ils se sont dit, on va organiser une exposition de type universel, mais seulement pour les pays hispanophones. Alors, tous les anciennes colonies de l'Espagne ont été invités à construire des pavillons à Séville pour cette exposition-là.
Et l'Espagne elle-même a construit un pavillon extraordinaire, c'est celui-là, pour cette exposition-là, en 1929. Ça s'appelle maintenant la Place d'Espagne. Alors, c'est un bâtiment un terrain qui est en forme de demi-cercle. Et vous voyez, le bâtiment fait l'arc du demi-cercle. Et à chaque extrémité, il y a une tour de 300 pieds de haut qui est un peu imitée sur la tour de la cathédrale de Séville, c'est-à-dire la Giralda. La raison pour laquelle ils ont décidé de tenir cette exposition-là à Séville, c'est parce que Séville, c'était vraiment le point de départ des bateaux qui partaient pour l'Amérique du Sud. Alors, il y avait un lien plus intime avec les pays, les ex-colonies de l'Espagne. Vous voyez, il y a beaucoup de touristes qui circulent sur la place. Et il y a un canal qui est parallèle au pavillon de l'Espagne, dans lequel on peut se promener en embarcation. On peut louer des chaloupes et se promener dans le canal sur la place. Au centre, il y a un magnifique bassin d'eau avec des grandes fontaines, avec des jets d'eau extraordinaires. Et vous voyez, à l'arrière-plan, vous voyez une des tours, c'est la tour sud du complexe. Il y a également 4 ponts qui franchissent le canal, qui représentent les 4 régions de l'Espagne, et chacun se veut un symbole de l'unité de l'Espagne. Vous posez la question, est-ce que c'est le monsieur qui est grand ou c'est le prêtre qui est petit? Moi, j'opterais plutôt pour la deuxième hypothèse. Ça, c'est un des pavillons centrales du bâtiment. Ici, c'est ma conjointe qui est au balcon. Vous voyez la magnifique fontaine sur la place. Et là, remarquez le beau dallage avec les motifs. Ça, c'est la tour nord de la place d'Espagne. Ah oui, et au niveau du sol, dans l'arc de cercle, tout l'espace avait été subdivisé en cubicules comme celui-là, où chacune des villes d'Espagne pouvait faire état de son blason, de son histoire, de ses particularités. Ici, j'ai photographié le cubicule de Cadix. Vous voyez, il y a des bancs, les gens peuvent s'asseoir et regarder au sol. Il y avait une carte d'Espagne, j'imagine, où on voyait la position de Cadix et où il y a le blason de la ville et j'imagine une scène représentant historique de la ville. Je trouvais ce lampadaire sur la place d'Espagne plutôt joli. Et voici une partie de la façade avec une gargouille pour évacuer l'eau du toit. Remarquez, la hauteur du jet n'est pas aussi haut que la tour, mais ça peut le sembler. Voilà le canal qui fait le tour de la place. Et le bassin d'eau encore avec ses jets monstrueux. Bon, à côté de la place d'Espagne, il y a un immense parc avec encore là des bassins d'eau. Vous allez voir que quand on va visiter les palais arabes, que l'eau en Espagne, surtout en Andalousie, c'est une ressource très précieuse parce que c'est un pays très sec l'été. Il y a, comme j'ai dit tantôt, 3000 heures d'ensoleillement, donc pas beaucoup de pluie. Et quand il pleut, c'est quelque chose. Et c'est aussi un signe de richesse que d'avoir de l'eau et d'avoir de bassins d'eau. Et ça donne de la fraîcheur avec les arbres, ça donne de la fraîcheur pendant les chaudes journées d'été. Bon, ça, on est sur le Guadalquivir. On voit ce bâtiment-là, faisait partie de la muraille que les Arabes avaient construite autour de Séville. C'est un ouvrage, c'est une forteresse, on veut, défensive, et c'est celle, elle a survécu alors que la muraille est disparue. Quand les bateaux partaient pour aller en Amérique du Sud et revenir avec les cargaisons fantastiques d'or et d'argent qu'ils avaient exploitées en Amérique, ils déchargeaient leur cargaison ici et l'or et l'argent étaient entreposés dans ce bâtiment-là, qui était un genre de coffre-fort, si on veut, de l'État. Et ça s'appelle maintenant la Torre de Oro, la tour de l'or, à cause de ça, justement. Ici, vous voyez à l'avant-plan des 2 petits bateaux de croisière qui font des mini-croisières sur le Guadalquivir.
Voilà d'autres photos de la Torre de Oro. Remarquez le toit en tuiles céramiques vernissées, un peu comme on avait vu à Barcelone. Est-ce que ça se visite? Pardon? Est-ce qu'il y a des visites? Je crois pas, non. Non. Bon, il y a eu une autre exposition universelle en 1992 à Séville pour fêter le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui était parti de Séville, justement. C'est pour ça que ça s'est tenu à Séville 500 ans plus tard. Alors, il y a les pavillons qui ont été construits à l'époque, il n'en reste presque plus, mais il y a certaines infrastructures qui ont été construites à cause de l'exposition de 1992, entre autres ce pont, qui s'appelle El Alamillo, et vous voyez, il consiste en un énorme pylône incliné en béton, d'où partent 13 paires de haubans en acier qui retiennent le tablier du pont, qui franchit le Guadalquivir en une seule portée. Ça, c'est un autre pont qui s'appelle la Barqueta, et encore là, c'est une arche en béton sur laquelle sont suspendus des haubans qui supportent le tablier du pont. Encore là, il franchit le fleuve en une seule portée. Ça, c'est un observatoire qui avait été construit par la compagnie Schindler. Schindler, c'est une compagnie suisse qui fabrique des ascenseurs, des escaliers mobiles, des trottoirs roulants. Et ils avaient construit cet observatoire d'où les visiteurs de l'exposition pouvaient monter dedans et voir le tout du haut des airs. Alors, il y a un observatoire qui est situé à l'intérieur ici, et sur le toit, je pense qu'il y avait aussi un autre observatoire à l'air libre. Alors, ça prenait 24 secondes pour monter du niveau de l'eau jusqu'à l'observatoire. Et, comme on sait, les ascenseurs, ça tombe des fois en panne. Alors, je trouve que la compagnie Schindler a eu une grandeur d'âme de reconnaître ça et de construire quand même un escalier à côté, des fois que leurs ascenseurs tombent en panne. Bon, ça, c'est le premier gratte-ciel de Séville. Ça s'appelle la tour Sevilla, qui a été inaugurée en 2016, c'est tout récent. C'est de l'architecte argentin César Pelli. Elle a 37 étages de haut et 3 niveaux souterrains. Et ça a causé toute une polémique quand ça a été construit parce que les gens trouvaient qu'un gratte-ciel à Séville, ça n'avait pas sa place, que ça allait dépareiller le panorama de la ville, en tout cas. Et la particularité de ce bâtiment-là, c'est que c'est un bâtiment d'une tour ovale. La forme du bâtiment est ovale et c'est un mur rideau en aluminium de couleur terracotta qui le recouvre. On voit ici. Ça, c'est un autre bâtiment administratif de 8 étages qui a été construit en 1993 pour l'État espagnol. Et c'est un bâtiment de style postmoderne, c'est-à-dire qu'il fait référence à un autre bâtiment plus ancien, mais qui le réinterprète de façon moderne. Le bâtiment que la tour Triana voulait copier, c'est le château des Saints-Anges à Rome, qui était le mausolée où est enterré l'empereur Adrien et qui a servi de refuge au cours des siècles à des papes qui étaient persécutés. Ça, c'est le fameux hôtel Alphonse XIII où ça coûte 650 $ la nuit. Il y a une magnifique piscine derrière et c'est à côté d'un très beau parc. C'est très chic. Je vous le recommande. On n'est pas allé par exemple. Non, c'est ça. Bon, ça, là, je vous amène visiter l'Alcazar de Séville. L'Alcazar, c'était un bâtiment fortifié, entouré d'une grande muraille qui existe encore d'ailleurs. Et c'était là où résidaient les rois arabes, qui étaient en contrôle de Séville et de l'Andalousie. Une visite guidée, qu'est-ce que tu fais quand vous la faites avec un guide? Pardon? C'est fait avec un guide lorsque vous la visitez? Non, je pense pas. Des fois, on prenait des guides, mais pas... Non, pas cette fois-là, non. Mais est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a des guides. OK. Oui. Oui.
Puis des fois, quand il n'y a pas de guide, il y a des audio-guides. On peut faire les Ça, on arrive dans le centre de l'Alcazar, il y a une cour intérieure qui s'appelle la cour des Demoiselles. Alors, vous voyez, quand je disais qu'il y avait un bassin d'eau dans les palais arabes, voilà, je faisais référence à ça, avec de la végétation de chaque côté, c'était pour apporter de la fraîcheur au bâtiment par les chaudes journées d'été. Et cette cour-là s'appelle la cour des Demoiselles, parce qu'il semble, selon la légende, que les rois arabes exigeaient que la population chrétienne leur rende hommage à chaque année en leur offrant 100 jeunes filles vierges. La légende. Ça, c'est les appartements du roi. Il y avait comme deux pièces. Il y avait une pièce qui était plus vers l'extérieur, qui était plus tempérée, et dans le fond, il y avait une autre pièce de l'autre côté de l'arcade en fer à cheval. Il y avait une autre pièce aveugle où c'était plus frais, et c'est là que le roi dormait pendant l'été. Remarquez à quel point tous les murs, il n'y a pas un pouce carré où il n'y a pas une décoration ou une moulure. C'est typique de tous les bâtiments arabes. Il y a des heures et des heures de travail là-dedans, c'est extraordinaire. Et je pense que selon la religion musulmane, n'a pas le droit de représenter de la figure humaine ni animale. Alors, tous les motifs qu'ils font dans la pierre, c'est soit des motifs végétaux ou géométriques. Ça, c'est la pièce où il n'y a pas de fenêtre pour les appartements du roi. Bon, ça s'appelle le salon des ambassadeurs. C'est là que le roi arabe recevait des invités de marque qui venaient de d'autres pays. Et c'est l'endroit le plus fastueux de tout le palais, parce qu'on voulait impressionner les émissaires des autres pays qui venaient rencontrer le roi. Alors, vous voyez à quel point c'est joli et décoratif. Ici, c'est le dôme au-dessus du salon des ambassadeurs. Le dôme est sphérique, évidemment, et la pièce est carrée. Alors, ils ont fait des espèces de pointes ici en bois doré pour raccorder la forme ronde à la forme carrée de la pièce. Ça, c'est les bains. C'était important, l'eau, et de se baigner pour se rafraîchir dans les palais arabes. Et remarquez qu'il n'y a pas de fenêtre, hein, c'est juste... c'est dans l'obscurité. Mais c'est la couleur qui est belle. Je reviens à... Ouais. Bon, les jardins autour des palais arabes, c'est capital. Parce que c'était une source d'abord de fraîcheur et aussi de calme. Ici, on voit le jardin de l'Alcazar où il y a des palmiers en quantité et également des orangers. Des orangers, beaucoup d'orangers à Séville. Tant qu'à faire, je vais vous le dire tout de suite, à Séville, vous allez dans les parcs, vous allez sur les rues, vous allez voir les arbres qu'on plante, ce sont des orangers avec des oranges dedans. Mais on m'a dit que les oranges de Séville étaient très amères. Et ce qu'ils font avec les oranges, ils les vendent en Grande-Bretagne où on fabrique de la marmelade avec. Bon, ici, on est encore dans le jardin de l'Alcazar. On voit, il y a de l'eau qui tombe de la gargouille du toit. Et il y a un beau bassin, qui est le bassin de Mercure, avec la toute petite sculpture de Mercure au centre du bassin. Bon, on sort de l'Alcazar, on s'en va sur l'avenue de la Constitution, et là, on tombe sur une manifestation. J'ai fait des photos de la manifestation. C'est des ouvriers, des travailleurs du domaine de la santé qui manifestent parce que, semble-t-il, Madame Louis, vous pourrez me traduire, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 900 postes de travail qui vont être perdus dans le domaine hospitalier. Et les ouvriers, évidemment, comme ici, se plaignaient qu'il y avait des coupures dans les postes. On va les envoyer ici. Oui. Et qu'il y avait 90 000 usagers andalous qui en souffriraient.
C'est une manifestation très pacifiste. Il y avait quelques policiers, mais tout baignait dans l'huile. Alors, il se promène sur l'avenue de la Constitution et par le fait même, on peut regarder à quel point il y a des beaux bâtiments d'influence islamique sur l'avenue de la Constitution. Voici la conjointe qui attendait la parade. Et voici un cocher qui est en attente de touristes à l'orée de la place de l'Hôtel de Ville. Voici d'autres beaux bâtiments de style arabe dans ce coin-là. Remarquez comme c'est beau, cette façade-là. Il est très délicat. Ça, c'est l'Hôtel de Ville de Séville, en pierre beige. Et remarquez à quel point l'influence arabe est présente. Regardez toute la mouluration et le travail de sculpture sur les pierres de l'Hôtel de Ville. Bon, je vais vous expliquer comment ça fonctionne le transport en commun à Séville. Ça, c'est le boulevard Margarita, qui est un large boulevard avec d'une voie dans un sens, une voie dans l'autre, et un grand terre-plein gazonné au centre avec des rails de tramway, parce qu'il y a un système de tramway à Séville. Oups, excusez. Vous voyez, ils ont des tramways hyper modernes à Séville. Et innovation que je trouvais très intéressante et qu'on aurait intérêt à copier, la piste cyclable, qui est une piste dans les deux sens, est reliée avec le trottoir plutôt qu'avec la chaussée où circulent les automobiles. Alors, c'est beaucoup plus sécuritaire pour les cyclistes de côtoyer les piétons que de côtoyer les automobiles. Alors, en plus, il y a une haie quand même assez dense qui sépare la piste cyclable de la chaussée des automobiles. Bon, j'amène visiter le quartier de la Juderia. Quand Séville est tombée aux mains des rois chrétiens en l'an 1212, tous les habitants musulmans ont évacué la ville, vidant des quartiers entiers. Et, comme la nature a horreur du vide, il y a plein de Juifs qui étaient présents déjà en Espagne, qui ont afflué vers Séville pour occuper ces logements-là. Et c'était dans qu'ils ont appelé le ghetto juif, la Juderia, si on veut. Et ils ont transformé les petites mosquées qui étaient là en autant de synagogues. Alors, c'est un quartier tout à fait charmant, avec des rues étroites et ombragées. Il y a beaucoup de demeures, de résidences qui sont encore là dans le quartier, même si c'est un quartier très, très central. Vous voyez, vous prenez dans les rues, vous avez de la végétation au-dessus de vos têtes. Vous voyez des bougainvilliers qui débordent des balcons à l'étage. Et vous promenez et vous avez une vue dans les patios des gens où vous voyez encore là la présence de l'eau et de la végétation. Ici, c'est la muraille de l'Alcazar qu'on voit un peu, hein, les vieilles pierres, c'est la muraille de l'Alcazar qu'on a visité tantôt. Alors, en autre partie de la muraille de l'Alcazar. Vous voyez, les rues sont très, très étroites, par le fait même très ombragées, donc plus fraîches. Et c'est plein de petites boutiques et de restaurants charmants dans le quartier juif. Et ces petites rues-là débouchent sur des places où il y a quantité d'arbres, la plupart du temps des orangers, qui donnent de l'ombre, et les restaurateurs ont eu la bonne idée d'installer des terrasses où on peut prendre un repas ou prendre un verre tout à fait dans un décor absolument formidable et calme. Quand je disais que ça poussait bien en Espagne, vous voyez, ça pousse même dans les dalles de toit. Ici, c'est en se promenant dans le petit quartier juif, on voit des scènes comme celle-là, on croise un restaurant ou une affiche chrétienne. Ici, le Corral des Agua, c'est la cour de l'eau. Un autre patio de restaurants privés avec plein de végétation encore là. Là, on arrive à la cathédrale de Séville. Ça, c'est la tour de la Giralda. Quand les chrétiens ont envahi, ont repris Séville, si on veut, ils ont fait démolir la mosquée qui était là. Ils ont conservé deux choses de la mosquée. Ils ont conservé le minaret, qui s'appelle maintenant la Giralda, et le minaret s'arrêtait à peu près à ce niveau-là. Et ils ont rajouté cette portion-là
pour en faire le clocher de la cathédrale. À l'intérieur du minaret, il n'y a pas d'escalier. Il y a des rampes pour monter. Parce que l'imam, quand il montait plusieurs fois par jour pour réciter les prières du haut du minaret, il trouvait ça difficile. Alors, il montait à cheval. Le cheval montait les rampes comme ça et se rendait jusqu'en haut du minaret. Ici, il y a d'autres bâtiments autour, entre autres de ce bâtiment très baroque. Ici, c'est un hommage à la prière de Christophe Colomb, qui est pris dans 2 colonnes immenses avec un lion en haut. C'est le monument à Colomb. Ici, c'est la place de l'archevêché en face de la cathédrale. Ici, c'est la Giralda qu'on voit d'un autre point de vue. Ça, on voit bien sur cette photo-là le côté de la cathédrale de Séville, qui est de style gothique, mais tardif. Vous allez voir ce que ça veut dire un peu plus tard. Vous voyez à quel point c'est un style qui s'est complexifié avec le temps. L'origine, le style gothique, c'était des ogives, c'était très dépouillé, mais avec le temps, on a ajouté des détails et des complexités. Vous voyez les contreforts qui soutiennent les murs. Bon, ça, c'est une photo du côté de la Giralda. Alors, vous voyez la... Oups, excusez-moi. Vous voyez l'arche polylobée et également une arche en fer à cheval, typique de l'architecture arabe. Alors, c'est la partie arrière, si on veut, de la Giralda. Ça, c'est la partie avant de cette tour-là, qui est très jolie. Bon, à l'intérieur de la cathédrale de Séville, c'est décoré avec beaucoup de faces. D'abord, c'est la plus grande cathédrale d'Espagne, je ne sais pas si je l'ai dit. Et ça a été décoré avec faces parce que ça a été décoré à l'époque où Séville, à cause des va-et-vient des bateaux vers l'Amérique latine, était devenue une capitale très, très prospère. Alors, ils avaient vraiment beaucoup d'argent à mettre sur la décoration de la cathédrale. Alors, voici, c'est une barrière qui vous empêche de vous approcher de ce qui est derrière. Ce qui est derrière, c'est ça. C'est un rétable, c'est-à-dire un mur de fond derrière le maître-autel. Et ça représente 45 tableaux, chaque tableau représentant une scène, illustrant une scène des Saints Évangiles, avec plein de personnages. Et c'est un seul sculpteur qui a fait tout ça, c'est M. Pierre Dancard. Je pense que ça a été l'ouvrage de toute une vie, de faire toutes ces mini-sculptures, ces 45 tableaux avec plein de sculptures. Et ça a été enduit par la suite de feuilles d'or. Alors, c'est un bijou inestimable qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous comprenez pourquoi on met une haie devant pour la protéger. L'ordre des Aztèques et des Mayas. À l'intérieur de la cathédrale, on trouve le tombeau de Christophe Colomb, qui est porté par les monarques des 4 régions de l'Espagne. Alors, on voit ici le tombeau de Christophe Colomb, ici, là. C'est ça. Et dans la sacristie des Calices, on trouve ce tableau qui était peint par le peintre Goya, qui représente 2 saintes qui, semble-t-il, par leur prière, auraient prévenu l'effondrement de la cathédrale lors d'un tremblement de terre à l'époque. Le plafond de la cathédrale est éclairé de façon un peu étonnante. Vous avez des parties jaunes, des parties blanches. Mais remarquez la complexité de la géométrie de ces dômes-là. Comme je dis, c'est un gothique vraiment tardif. Et voici le rétable sculpté en bois. Encore là, je trouve un peu chargé la décoration, là, dans la cathédrale. Bon, ici, c'est le symbole du roi conquérant espagnol. Vous avez remarqué qu'il a la couronne sur la tête, donc c'est vraiment le roi. Dans sa main droite, il tient un fleuret, donc c'est un guerrier. Et dans la main gauche, il tient le globe terrestre. Donc, ça veut dire que par les armes
l'Espagne peut conquérir à peu près tout le monde entier. Vous allez voir quelque chose de tout à fait semblable à la cathédrale de Cordoue. Vous voyez les orgues dans la cathédrale qui vont jusqu'au plafond, sur toute la hauteur. Ça, c'est une chapelle privée, très jolie. Ça, c'est les stalles des moines dans le cœur de l'église. C'est tout en bois, évidemment, précieux, sculpté dans le style gothique. Encore là, des magnifiques décorations au plafond. Ça, c'est le plus grand ostensoir au monde qu'on trouve dans la cathédrale de Séville. Il est en or massif et il est serti de plein de pierres précieuses. Ça, c'est le plafond en caisson de la sacristie. Ça, c'est la salle, on appelle ça la salle capitulaire. C'est la première fois dans l'histoire de l'architecture qu'il y avait une partie de bâtiment qui était en forme ovale. Alors, vous avez également sur le toit un oculus qui est également de forme ovale. Et vous avez des fenêtres tout le tour qui donnent de l'éclairage naturel à la pièce. Vous avez beaucoup de tableaux. On ne voit pas le sol, mais le dallage du sol est fait selon les motifs qu'avait utilisés Michel-Ange dans la chapelle Sistine. Alors, vous voyez un beau tableau de la Vierge avec des angelots qui font partie du cadre qui entoure ce tableau. Ça, c'est la couronne du roi. Vous voyez la hauteur de ces cathédrales-là, c'est vraiment très, très impressionnant. C'est ça le style gothique, c'est de nous entraîner vers le ciel par la hauteur des colonnes et des espaces. Là, quand on se dirige vers la sortie de l'église, on passe à travers un espace plus bas, et là, on aboutit dans le jardin des orangers, le patio des Naranjos. Naranjos. Et vous voyez, il y a plein d'oranges dans les arbres ici. Ouais. Alors, les Arabes, quand ils faisaient une mosquée, ils construisaient toujours devant un jardin d'orangers pour faire de l'ombre et apporter de la fraîcheur à la mosquée. Également, il y avait des bassins d'eau. Et c'est ça. Bon, maintenant, on va aller à le flamenco. Je vous avais dit que Séville, c'est la capitale du flamenco. Alors, ma conjointe et moi, nous sommes allés assister à un spectacle de flamenco dans un petit centre culturel qui est voué à la préservation de cette tradition andalouse. Et il y avait une petite salle très intimiste, il y avait à maximum 30 spectateurs. Et il y avait des artistes de grand talent qui nous ont fait un beau spectacle. Et pour faire un spectacle de flamenco, ça prend 3 types d'artistes. Ça prend d'abord un très bon guitariste. Ça prend aussi un chanteur, comme on voit ici, qui fait des incantations. Parce que il faut savoir que la musique du flamenco est d'origine arabe, juive et en même temps gitane. Alors, ce sont des incantations pour exprimer la douleur d'un peuple, mais en même temps sa joie de vivre. Et ça prend également un danseur ou une danseuse ou les deux. Alors, c'est une danse très dramatique et très, très sentie. Et la danseuse fait le rythme en tapant du pied et avec ses mains et avec des castagnettes. Voilà un chanteur qui fait du bruit avec ses mains également. Ça, c'est un tableau fait par le peintre que j'aime beaucoup, John Singer Sargent, d'une danseuse de flamenco. Bon, alors c'est la pause. Au retour, je vous amène à Cordoba. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale. On continue la conférence. On se rend à Cordoba, ou Cordoue. En fait, on remonte simplement le Guadalquivir, quelques centaines de kilomètres, et on arrive à Cordoue. Cordoue a été une ville qui a été fondée par les Romains et qui se situait sur la Via Augusta, qui est la route qui menait éventuellement à Rome et que les Romains qui avaient colonisé l'Espagne empruntaient pour se rendre dans leur colonie. Ils ont également, les Romains, construit ce pont qui s'appelle évidemment le Ponte Romano et qui est vieux de 2000 ans et il tient encore le coup. Il s'y construisait solide dans ce temps-là. Alors, voici, c'est un pont qui est rendu un pont piétonnier qui relie la ville de Cordoue qu'on voit à l'autre bout jusqu'à l'autre rive. Et vous voyez les bases solides que les Romains avaient construites sur le Guadalquivir. Évidemment, il y a quelques petites bêtes qui se promenaient dans les environs. J'ai fait la photo de ce héron et de ce malard qui l'accotait dans l'eau près du pont. À l'autre extrémité du pont, il y a une forteresse qui servait à contrôler les allées et venues des gens qui voulaient entrer dans Cordoue ou en sortir. Alors, ça s'appelle la tour de la Cala Ora, qui a été transformée il y a à peu près 20 ans en un musée. Ça s'appelle le musée vivant de l'Andalousie. Et dans la Cala Ora, il y a 8 salles où on a représenté des scènes historiques à travers la vie de Cordoue, surtout les périodes, pour montrer les périodes où il y avait une cohabitation harmonieuse entre les civilisations juives, arabes et chrétiennes. Alors, je vais vous montrer quelques photos prises à l'intérieur du musée. Alors, ici, on voit un représentant du calife musulman. Ici, c'est un des rois chrétiens. Et ici, c'est le pasteur juif. Ce tableau représente, j'imagine, 2 prêtres, deux moines ici qui sont présentés, qu'on présente au calife, tout ça dans un décor somptueux des 1001 nuits. Bon, maintenant, je vous amène visiter d'autres parties de la ville. Ici, dans le quartier juif, il y avait un étalage de vin, de thé de toutes sortes d'origines dans le monde. Ici, ma conjointe devant une sculpture avec une fontaine dans le centre de Cordoue. Ici, c'est une rue étroite et ombragée, évidemment, dans le quartier juif de Cordoue, comme il y a un même quartier juif qu'à Séville. Ici, c'est le point central de la ville de Cordoue, c'est la Mesquita, c'est-à-dire la mosquée à l'origine, qui a été transformée en cathédrale catholique une fois que les Arabes sont partis. Alors, vous allez voir, ici, vous avez le minaret, qui encore là, comme à Séville, qui a été transformé en clocher. On a rajouté une partie en le haut pour faire le clocher de la cathédrale. Et la photo, elle est prise de où? Elle est prise par en haut? C'est toi qui l'as prise? Non, c'est pas moi qui l'ai prise, c'est une photo que je suis allé chercher. Une photo aérienne. Ici, c'est le jardin des Orangers, qui était comme d'habitude à l'entrée de la mosquée, le patio des Naranjos. Et ici, vous avez
la mosquée elle-même, qui est l'endroit où les musulmans allaient prier. Alors, la superficie totale de la mosquée, c'est énorme. Vous voyez, ça fait quelques coins de rue. C'est 250 000 pieds carrés. Les excroissances qu'on voit sur le toit sont principalement des choses qui ont été rajoutées à l'époque chrétienne. Alors, comme dans les cathédrales gothiques, on voulait vraiment de la hauteur pour s'approcher du ciel, évidemment, c'était pas la même volonté dans le temps où les musulmans construisaient le reste de la mosquée. Je crois qu'il y a ici un dôme qu'on va voir qui fait partie de la mosquée d'origine. Alors, il y a des portes avec une arche, évidemment, arabe. Vous voyez, on longe le patio des orangers pour entrer dans l'intérieur de la mosquée cathédrale. Ça, c'est l'intérieur de la mosquée. Vous voyez beaucoup de... au départ, il y avait 1000 colonnes à l'intérieur de la mosquée. Quand les chrétiens ont réaménagé une partie de la mosquée pour en faire une cathédrale, il y a 150 colonnes à peu près qui ont disparu, mais ils les ont remplacées par d'autres moyens de soutenir les toits. Alors, il y avait à l'origine, comme je dis, 1000 colonnes. Alors, vous en voyez plusieurs de ces colonnes-là. Les arcades, les arches sont formées, entre autres, de juxtaposition de deux matériaux. Les bandes rouges, ce sont de la brique rouge, et les espaces entre les briques rouges, ce sont des pierres beiges. Alors, ça fait des arches bicolores. C'est à peu près un des seuls endroits où on trouve ce genre de juxtaposition-là dans l'architecture arabe. Et on voit ici une juxtaposition de l'architecture gothique avec l'architecture arabe. Ici, c'est une partie faite du temps des rois chrétiens. Ici, encore là, remarquez la complexité au plafond évidemment, la construction pour en faire une cathédrale, c'est fait dans le style gothique, mais encore là, un style gothique très tardif. Remarquez la complexité de la géométrie dans l'aménagement du dôme de cette chapelle. Ici, vous voyez le contraste entre les parties chrétiennes qui sont ici et les parties arabes. Je trouve que les deux s'harmonisent très bien. Ça, c'est un rétable. Encore là, une partie extrêmement, je trouve, extrêmement chargée de ce plafond-là, et également les autres, dans la partie de la cathédrale chrétienne. Mais par contre, vous avez aussi des arches polylobées, selon l'architecture arabe, encore là, avec une alternance de briques et de pierres, qui fait des arches bicolores. Ça, c'est un rétable à feuilles d'or qu'on trouve dans l'intérieur de la cathédrale. Ici, c'est une scène où on voit des bons religieux qui donnent du pain à une famille pauvre sous l'œil bienveillant d'une religieuse. C'est assez sombre. Dans la partie mosquée, d'ailleurs, c'est pas très haut, peut-être une vingtaine de pieds de haut seulement, et il n'y a pas beaucoup de fenêtres. J'imagine que leur intention, c'était d'être dans la pénombre pour se recueillir et faire leur prière, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'effet que ça donne. Ici, ça s'appelle une mihrabe, une espèce d'arche en forme de fer à cheval, faite avec des pierres de marbre de différentes provenances, de différentes teintes. Toutes sont sculptées, vous avez toutes des inscriptions. Ici, ce sont des motifs floraux qui sont faits sur les pierres. C'est vraiment très, très joli. Des mihrabs. Mihrab, M-Y-R-A-B. Ici, vous avez une arche polylobée, encore là, de l'époque de la mosquée d'origine. Et ici, un joli dôme avec des fenêtres. Ici, c'est la représentation d'un archange, j'imagine, c'est pas lequel, Saint-Michel peut-être.
Ah, ici, vous avez, ça c'est dans la partie de la mosquée arabe. C'est joliment compliqué à saisir parce que vous avez beaucoup d'arches qui se superposent. Vous en avez ici, vous avez une forme un peu particulière, l'espèce de qui est repris ici dans l'arche ici. On les retrouve la même chose ici. Et vous avez une voûte qu'on va voir tantôt qui est vraiment fantastique, une voûte en bois doré. C'est dans le dôme qui était du côté est? Oui, c'est ça, oui. Bon, ici, on voit un crucifix avec un père franciscain qui fait la conversation avec le Christ. Ça, c'est un gros plan de la tête du Christ. Encore là, remarquez la complexité du style gothique de l'époque. Vous voyez, regardez toute cette mouluration un peu lourde et regardez le détail et de la géométrie du dôme. Il y avait un vitrail à la Vierge Marie ici. Alors, encore là, on voit la juxtaposition entre les arcades musulmanes et le style gothique chrétien. Il n'y avait pas de guide pour visiter cet endroit et on avait pris un audioguide, mais je dois vous dire que l'audioguide, des fois mêlé, parce que c'est comme si les numéros où nous dirigeaient avaient été mêlés, là, mais finalement, ça nous a quand même donné des bonnes indications parce que se promener sans guide, sans rien, on ne voit pas toute la richesse de celui-là. Remarquez, ça c'est le dôme arabe d'origine. Remarquez la richesse et l'opulence, on dirait que c'est quasiment irréel, tellement c'est beau comme décoration et comme décor. Quand je parlais du roi espagnol conquérant, voici un autre exemple qu'on trouve dans la cathédrale de Séville, comme il y en avait une dans la cathédrale de Cordoue, comme il y en avait une dans la cathédrale de Séville. Alors c'est le monarque, on voit il y a la couronne. Il a le fleuret à la main, c'est la main droite, et dans la main gauche, il tient le globe terrestre. Alors, c'est vraiment le roi conquérant. Et l'ironie de ça, c'est qu'il se trouve à l'intérieur d'une arche de style arabe polylobé. Ils l'ont mis à la bonne place. Ouais. Alors, ça, c'est un plafond arabe. Il y avait certaines parties de la mosquée qui étaient quand même plus élevées et on allait chercher un peu de lumière de l'extérieur. Ça, c'est le minaret qui a été transformé en clocher. J'ai fait cette photo parce que je vous montrais l'ingéniosité des Arabes. Parce qu'on sait que dans l'Andalousie, c'est très sec, il y a 3000 heures d'ensoleillement par année et pas beaucoup de journées de pluie. Et en même temps, quand on veut planter des orangers, on aimerait bien que nos plantations soient irriguées de temps à autre. Alors, ils ont fait un dallage de cailloux ici, pris dans le ciment, donc à peu près imperméable, qui est incliné vers une rigole. La rigole réunit tous les arbres et ils ont laissé un bassin plus grand pour que l'eau s'accumule autour des troncs d'arbres. Je trouve ça très, très ingénieux de leur part. Bon, encore là, la tour du minaret clocher. Ça, c'est la façade de la mesquita qui donne du côté du fleuve Guadalquivir et donc du Ponte Romano. Ça, c'est une noria. Une noria, c'est une invention des Romains. Et c'est une roue qui baigne dans le fleuve Guadalquivir et qui tourne avec le courant qui fait tourner la roue. Et c'est une roue à godets. Alors, il y a plein de godets dans la roue. Et quand les godets sortent de l'eau, ils sont pleins d'eau. Et là, ils montent tranquillement à mesure que la roue tourne. Et rendu ici, ils déversent leur eau dans un bassin. Et les Romains avaient inventé un système d'aqueduc pour envoyer cette eau-là dans des résidences, entre autres de l'émir. Alors, l'émir avait une eau courante chez lui qui était donnée par cette noria-là, qui date du temps des Romains et qui est encore en place aujourd'hui.
Ça, c'est au centre-ville de Cordoue. On voit une statue équestre du commandant, qui est un des personnages qui a libéré la ville de Cordoue en 1236. Et remarquez la présence de l'eau. Il y a encore des bassins d'eau et de l'eau qui sort des pavés ici, en plein milieu de la place centrale de Cordoue. Ça, c'est la Plaza dei Giudales, c'est la place des Juifs. Ma conjointe s'était liée d'amitié avec une vache espagnole. Mais pas très méchant. Bon, il y a beaucoup de petits restaurants et de boutiques intéressantes dans, évidemment, le quartier juif. C'est très joli. Est-ce que c'est encore des Juifs qui sont là? Des quoi? Non, je pense pas. Non. Ben, pas assez vite, en tout cas, à Cordoue, je ne sais pas. Ici, c'est un cocher qui attendait un client pour sa calèche. Je l'ai trouvé très élégant avec son chapeau. Vous me corrigerez, mais un chapeau argentin un peu. Gaucho un peu, non? Oui, hein, c'est ça. Bon, OK. Alors, je vous amène visiter l'Alcazar des rois chrétiens. Quand les rois chrétiens ont conquis la ville de Cordoue en 1230, ils sont allés habiter dans le palais que les anciens rois arabes habitaient. Et c'est un palais qui datait du temps des Romains, d'ailleurs. Et il y a des magnifiques jardins, des bassins d'eau, comme dans tous les palais arabes. Et il y a même des mosaïques anciennes qui datent du temps des Romains et qui représentaient des dieux et des déesses romains. Et il y a même des sarcophages également à l'intérieur du palais. Ici, on voit les bassins d'eau dans le jardin. Oups, excusez. Ma conjointe n'a pas pu résister à une orange dans le jardin de l'Alcazar, mais elle n'a pas vraiment mordu. C'est l'Éden. Oui. Bon, il y a des statues des rois chrétiens qui se retrouvent dans les jardins, la roi et la reine. Et remarquez les conifères qui sont taillés régulièrement dans le jardin de l'Alcazar. Remarquez encore là le principe arabe des grands bassins d'eau entourés de fleurs et aussi des orangers de part et d'autre de ce grand bassin d'eau. Il y avait, semble-t-il, des fontaines, mais elles ne fonctionnaient pas, hélas, quand on est passé là. Bon, je vais vous parler maintenant dire quelques mots en terminant de la cuisine andalouse. Ici, c'est une soupe qui s'appelle la soupe gazpacho, qui est bien connue, qui est faite à la base de légumes crus, principalement des tomates, des oignons, du persil, et des fois, on rajoute du concombre. Ici, ça s'appelle salmorejo. C'est fait à base de mie de pain trempé dans une sauce tomatée avec de l'huile d'olive, des oignons, du persil et des fois décoré de jambon ibérique. Ça, le fameux jambon ibérique, justement, c'est une vraie folie en Espagne. C'est un jambon séché. Il y a plusieurs variétés de porc en Espagne. La variété la plus convoitée, c'est le bellota. Le bellota, ce sont des porcs qui sont élevés en liberté et qui, à longueur de journée, ils mangent des glands qui tombent des chênes. Alors, semble-t-il, ça fait la meilleure viande de jambon possible. Et une pièce de jambon bellota, là, sur le marché, ça peut aller chercher 1 000 $. Un rôti de 12-13 livres, 1 000 $. C'est vraiment de folie furieuse. C'est délicieux. On le tranche mince, hein, ce prix-là. Et ça, ce sont des calmars à la plancha, servis avec du citron et du paprika. Ça, c'est le ragoût de queue de taureau. Oui, d'abord, ça vous prend une queue de taureau. C'est pas facile à trouver. Et vous ajoutez des carottes, des champignons, du poivron, un peu de vin rouge, un peu d'huile d'olive, et voilà, votre ragoût est prêt. Vous n'avez pas mangé? Non, non, non. Ça, c'est une crème caramel à l'espagnol. C'est le tocino de cielo.
Dans cette région de l'Espagne, il y a un vin qui s'appelle le Xérès, qui demandait beaucoup de blanc d'œuf pour être éclairci. Alors, les fabricants de vin Xérès consommaient beaucoup de blanc d'œuf. Ils ne savaient pas quoi faire avec les jaunes d'œufs. Alors, il y a des religieuses qui ont trouvé une recette pour utiliser les jaunes d'œufs. Alors, ça a donné le tocino de cielo. Tocino, ça veut dire lard en espagnol. Donc, ça a un peu la consistance du lard. Et des cielos, c'est parce que c'est d'origine religieuse, c'est le ciel qui a donné cette recette-là. Alors, on met du caramel par-dessus et c'est délicieux. Bon, pour terminer, rien de mieux qu'une bonne bière espagnole servie bien fraîche, attablée à un bar, soit à Séville ou à Cordoue. Alors voilà, c'était ma conférence. Si vous permettez, avant qu'on se quitte, je vais vous donner un preview de la prochaine conférence qui va avoir lieu au mois d'avril. Oups. C'est Washington. C'est autre chose, ça. C'est autre chose, oui, c'est tout à fait une autre civilisation. La raison pour laquelle le lettrage est en bleu, blanc, rouge, c'est pas étranger au fait que, encore là, comme à la Nouvelle-Orléans, pour ceux qui ont assisté à ma conférence, et celle de Chicago, il y a eu des francophones à la fondation de la ville. Je vous expliquerai comment et pourquoi. Alors, c'est une très belle ville, Washington, la partie gouvernementale. C'est un peu européen, parce que d'abord, il y a eu un planificateur qui était européen, je vous en dirai pas plus. Et c'est des bâtiments, des très beaux bâtiments, évidemment, comme le Capitole à Washington qu'on voit ici. Et je vais vous expliquer tous les principaux monuments et bâtiments de Washington, à quoi ils servent, etc., un peu de leur histoire. Et je vais vous amener à l'intérieur de ceux-là, de ceux-ci. Et je vais vous parler également des musées. Il y a une chose très intéressante à Washington, c'est qu'il y a les musées du Smithsonian. Alors, vous avez des musées d'histoire naturelle, vous avez des musées de l'aviation et de l'espace, où vous avez des vrais avions, des vrais Concorde, des vrais 747 qui sont présents à l'intérieur du bâtiment. Vous avez des musées du journalisme et de l'information, des musées d'art moderne, des musées de l'art américain, un musée de l'histoire américaine, etc. Et tous ces musées-là sont gratuits. Alors, c'est à peine 10 heures de route de Montréal pour aller à Washington, et vous allez passer quelques jours fabuleux, et ça ne vous coûtera pas trop cher. Alors, je vais inaugurer la prochaine conférence. Je vais donner 2 représentations. Pour la première fois, vous le direz à vos amis, il y en a une représentation le 23 avril, qui est le soir, un mardi soir, à 7 heures. Et je vais reprendre la même conférence le jeudi après-midi à 1h30, comme je fais de façon coutumière. Alors, il va y avoir 2 représentations de cette même conférence-là.